Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti la semaine dernière en France en fait, il y a une dizaine de jours, Rental Family que j'ai rattrapé sur le tard en VOD, je vais pas tricher ici puisqu'il est sorti aux États-Unis sous ce format, hop, un petit VPN, je vais pas faire de pub ici, pas de promo, et hop, c'est fait, c'est vu, puisque j'avais pas le temps de le voir en salle, je crois qu'il y était plus d'ailleurs après toutes ces sorties là du 11 février, c'est réalisé par Ikari, qui est une japonaise qui a beaucoup travaillé et qui est d'ailleurs installée aux États-Unis, Mitsuyo Miyazaki de son nom complet, rien à voir avec Hayao. Elle a travaillé aussi sur une série Netflix, drama coréen, quand même très américain. Enfin bon, en gros, elle est très internationale et ici, elle écrit et réalise toute seule, pour le coup, à la réalisation, mais à l'écriture, elle est avec quelqu'un. Une œuvre nippo-américaine avec un acteur américain dans le rôle principal, même si ça se passe à 100% au Japon. Brandon Fraser est présent. Et cet acteur qui a récemment été salué, retour de gloire pour The Whale, et qui avait été réputé notamment pour la saga La Momie. Visiblement, La Momie revient d'ailleurs en 2028, j'ai vu l'annonce avec Brandon Fraser, ouais, on verra ça plus tard. Et à ses côtés, forcément, beaucoup d'actrices et d'acteurs japonais. Peut-être que vous reconnaîtrez Takehiro Hira, qui a beaucoup travaillé dans des films américains et qui avait débuté chez Takashi Miike. Et le plus âgé, Akira Emoto, qui joue un acteur âgé, mais qui n'a pas commencé sa carrière finalement très jeune. Donc il y a un côté méta peut-être, mais pas tant que cela. Et l'histoire de base est assez triste, j'ai envie de dire quand même. On va sur un acteur américain, il y a beaucoup d'histoires d'acteurs dans ce film de cinéma, un certain Philip Vanderplug, désolé pour la prononciation, qui est totalement solitaire. On sent qu'il n'a pas de famille, il vit seul, quoi. Il est installé à Tokyo, il a connu une petite gloire personnelle le temps d'une publicité pour le dentifrice quelques années auparavant, et depuis, bon, il a du mal à joindre les deux bouts. Alors, il a commencé à travailler pour une agence japonaise assez particulière qui promeut la location de familles d'accueil, oui, afin de jouer des rôles de stand-in dans la vie d'autres personnes. C'est un peu glauque quand même. Vous avez par exemple quelqu'un qui veut avoir un meilleur ami, mais qui est pas en grande forme sociale, on va dire, et qui donc va engager un acteur pour jouer son meilleur ami, mais il va surtout interpréter un père de famille pour une petite fille. Voilà, la mère va mentir à sa jeune enfant et dire voici c'est ton père que t'as jamais connu. Alors, il n'est que de passage, mais voilà, il va rester quelques jours dans le coin, donc profites-en. Ouais, moi je trouve ça assez cringe sur le papier. Il va aussi interpréter un faux journaliste pour remettre, on va dire, en lumière un acteur vieillissant qui commence à être atteint de démence. Pour moi, c'est un peu beaucoup de choses. C'est vrai que le film va partir sur plein de trajectoires avec ce chef de l'agence japonaise aussi qui va avoir une importance. Je reviendrai sur la zone spoiler. Aussi là-dessus, il a une travailleuse qui elle aussi va avoir on va dire un rôle très glauque à jouer de maîtresse. Il a aussi une sorte de compagne là qui est aussi prostituée. Enfin bon, c'est un délire quoi. Mais on va surtout se concentrer sur la relation entre Philippe et la petite Mia, qui est jouée par Shannon Maina Gorman, qui doit être nippo-américaine. Enfin, je ne sais pas, parce que voilà, elle est métisse si vous voulez. Le problème, c'est qu'évidemment, les deux vont s'attacher l'un à l'autre, alors qu'à la base, c'était pas gagné. Et alors, question de morale, quelle vérité dire à un moment, comment partir, alors que finalement, cette famille de substitution devient presque réelle. Ça fait froid dans le dos. C'est un film qui est très léger, sur pas mal de choses. On est content de revoir Brandon Fraser, mais qui est beaucoup plus triste et dramatique qu'on pourrait l'imaginer. Comédie dramatique, certes, mais moi, j'ai pas passé un moment, on va dire, de joie devant. Je suis quand même assez touché par tout ça, mais le sujet principal me fait grincer des dents. Alors ça existe peut-être au Japon, j'ai pas fait de recherche, mais bon, ça montre aussi les gros problèmes de solitude que les Japonais peuvent ressentir, mais même dans le monde moderne international, ça serait pas étonnant que ça puisse arriver. On voit quand même des personnes très isolées socialement, rejetées par la société pour plein de raisons, qui commencent maintenant à discuter, voire même à entretenir des relations avec des IA. Bon là c'est pas mieux, c'est mieux quand même, ce sont des humains, mais c'est des acteurs, tout est faux. Et le film va questionner ce sujet-là, est-ce que le faux, le jeu peut finalement glisser vers le réel? Où est la réalité? C'est un film qui essaye de déconnecter la réalité et qui est presque bizarre sur ce point-là, qui réussit sur pas mal de points, et surtout sur la performance principale de Brandon Fraser, qui est très impliqué, sur la mise en scène en soi qui doit gérer des scénettes dans tous les sens, mais qui est plutôt efficace. C'est plutôt sur la narration, moi,
que j'ai quelques soucis parce que à vouloir trop montrer pas mal de trucs en mode choral, on oublie peut-être d'aller trop dans la profondeur sur des personnages secondaires dont on n'a pas grand-chose à fiche. On pourrait à la rigueur avoir deux films ici, l'un donc sur la relation entre ce faux père-fille et l'autre avec l'acteur vieillissant. On peut imaginer là deux œuvres parallèles où on aurait approfondi beaucoup plus de choses et en enlevant peut-être certains trucs à droite, à gauche qui me paraissent un peu forcés à rajouter. Après aussi, il y a cette musique là qui parfois m'énerve un peu, qui essaye de tirer le pathos. Alors c'est pas non plus avec des gros violons, c'est plus en mode soft. D'ailleurs, c'est co-composé par Jonsi, qui est un Islandais assez connu, puisque c'est l'un des leaders et compositeurs du groupe Sigur Rós. C'est vrai qu'on reconnaît un peu certaines teintes, mais est-ce que ça va bien d'ailleurs avec l'ambiance? Je sais pas. J'avoue, à certains moments, c'était plus gavant qu'autre chose. Mais bon, on est dans ces poncifs de cahier des charges où il faut que la musique accompagne le spectateur, parce que le spectateur, évidemment, n'est plus capable de ressentir des émotions par lui-même. Bref, je vais pas revenir sur ce débat, mais récemment, Hamnet, qui est quand même un très bon film, bah il y a des petits points sur ce sujet-là, même si j'aime Max Richter, qui fait que le film, je l'ai pas vu aussi élevé dans le rang de chef-d'œuvre que j'aurais peut-être dû le voir s'il y en avait moins ou pas du tout de musique. Mais bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir, mais de plus en plus j'ai du mal avec ces BO qui tirent vers le pathos. Voilà, et malheureusement c'est un trope, bon, c'est pas nouveau, hein, mais qui est toujours là et qui revient là et qui paraît encore plus forcé que d'habitude. Mais voilà, après, c'est quand même vraiment fort hein, ce qui se passe pour plein de raisons. C'est juste que ça se déploie un peu trop et t'as un peu l'impression que le film fait ça parce qu'il a peur d'aller vraiment au fond du sujet, hein. C'est tellement complexe et c'est tellement dur. Le film aurait pu fonctionner en véritable tragédie, encore plus glauque. Ça aurait peut-être été plus prenant que dans cette fausse légèreté qui fait que c'est un film un peu dispensable sur certains points, enfin qui va pas rester dans les mémoires parce que ça ne veut pas vraiment creuser quelque chose qui est quand même sur la base assez mortifère et sur plein de points. Spoiler, le film la joue trop hein, sur certains points. Par exemple, donc Shinji, le chef là, de cette location machin, lui-même a recours à ce procédé, parce que sa femme et son fils, qu'on voit un peu au début du film et tout, sont des acteurs. Et en fait, avec la perspective... C'est assez dur et c'est intéressant. Ça aurait pu faire même le sujet d'un troisième film, ça. Bref, quand on les voit un peu au début en famille, alors que le chef d'entreprise commence à avoir la pression et tout, il va réconforter son fils qui a raté un penalty, et ça paraît vraiment la famille parfaite. En quelques mots, le fils va mieux, allez, on va manger, super. Et là, tu te dis, waouh, c'est bizarre cette écriture. En fait, c'est totalement fake, et putain, on comprend que ce sont des acteurs, mais c'est terrible. Même lui, il est tout seul. En fait, c'est qu'il y a des gens qui sont très tristes là-dedans. Voilà, puis bon, il y a l'acteur vieillissant, il va y avoir une belle relation. Alors, je comprends l'idée. Relation où il va être le fils de substitution presque de ce vieux monsieur, là où il est le père de substitution indirect de cette fille. Donc il y a un jeu là de génération très touchant. Hein, voilà, la personne âgée, plus de 70 ans, qui essaye de se rappeler des souvenirs. À un moment, il y a une sorte de time capsule là. Où il va se rappeler sa jeunesse, oui, mais c'est trop forcé, puis bon, il va pas très bien, il a une démence, il va avoir un malaise, et évidemment, à la fin, il va mourir. Alors, ça, c'est pour faire écho à une scène du début où il y a une fausse cérémonie funéraire. Apparemment, ça existe en vrai, des gens qui, pour exister, vont jouer leur propre mort. Euh, oh mon Dieu, que c'est horrible en fait. C'est un film qui est horrible sur comment les gens sont perdus dans l'existence de leur société et qui ils sont obligés de faire du faux pour pouvoir vivre des trucs réels. Et ouais, non, je sais pas. Je suis pas ressorti à l'aise de ce visionnage. Mais bon, évidemment, après, avec Mia et Philippe, donc la fille et le faux père, à un moment, bah, ça va se savoir, elle va être déçue, mais finalement, bon, bah oui, mais c'est comme ça. C'est pas possible de toute façon, c'est la vie. Le faux ne peut pas remplacer le réel, même si parfois, par quelques, on va dire, parenthèses éphémères, on pourrait y croire. Je sais pas quel est le message du film au final, mais ouais, je referme la zone spoiler ici. Je suis un peu embêté avec ce Rental Family parce que il y a beaucoup d'intentions, il y a du cinéma, il y a des choses intéressantes, il y a un Brendan Fraser impliqué, il y a des scènes qui forcément sont touchantes, mais arrivé au bout, tu te dis, eh, mais ça en dit long sur la société d'aujourd'hui. Et je ne sais même pas comment la réalisatrice
et qu'au scénariste questionne cela. Voilà, je vous laisse d'ailleurs sur ce sujet-là final pour réagir en commentaire, parce que peut-être que ça ne va pas assez en profondeur pour que puisse vraiment avoir une analyse sincère et concrète de ce qu'elle a voulu raconter derrière, même si je pense que ça parle de l'isolement social, hein, tout simplement, de ces gens qui souffrent et qui sont seuls, qui se cherchent malgré tout des trucs de substitution. Et à force d'y croire, à un moment, on s'y perd. Quoi. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu en salle ou rattrapé comme moi là en VOD. Ça sera un plaisir de partager et de débattre à son sujet. Je vous dis à la prochaine. Ciao.